Bonjour à tous et encore une nouvelle fois, très heureux de vous voir aussi nombreux avec nous ce matin pour ce nouveau webinaire sur les asservissements et la tourelle, les asservissements appliqués à un système réel qui est une tourelle 2 axes motorisée. Alors, je suis Frédéric Grelier de la société ERM, je suis responsable marketing. Je me suis chargé un petit peu d'organiser tous ces webinaires pendant la période de confinement et de déconfinement. Je suis donc accompagné aujourd'hui de Antoine Gemma. Alors, vous voyez sur la petite diaporama de présentation, on voit S2I Didacte, le 3 Sigma et les logos RM. Donc, Antoine Gemma est le directeur de la société donc, S2I Didacte. Et qui fera la présentation de la didactisation. Ensuite, Nicolas Gachadois qui est parmi nous. Bonjour. Donc, qui est donc de la société, directeur de la société Prosigma, et la personne qui a réalisé derrière toute l'électronique et les programmes de contrôle-commande sur la tourelle didactisée. Et donc ERM, qui est le partenaire donc, de S2I Didacte sur tout ce qui est promotion, commercialisation du système. Voilà. Nous sommes également accompagnés de Paul Aigro qui est enseignant, qui a des, Bonjour. voilà, qui a des SI, qui a même des bout de classe, des secondes SI, SNT, des bacs SSI et également enseignant en CPGA. D'accord, et qui a travaillé sur toutes les exploitations pédagogiques du système. Voilà, on a quelques 6 personnes là, qui sont dans les participants qui ont travaillé également énormément sur les exploitations pédagogiques, ce qu'on SSI, STI, 2D, et sur la partie mécanique, et on tient énormément à les remercier. Enfin, vous avez, on est accompagné de Hugo, Lionel et Laurence. Hugo, Lionel et Laurence sont respectivement, alors je les ai dit dans l'ordre, il n'y a pas de préférence, c'est dans l'ordre que je les ai sur mon écran, sont respectivement nos interlocuteurs sur les différentes régions. Alors pour Hugo, c'est le Grand Est, c'est toute l'île de France, le Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Centre. Pour Lionel, lui, c'est toute la partie Grand Ouest, c'est-à-dire de la Haute-Normandie jusqu'au pied des Pyrénées, donc Nouvelle-Aquitaine, en passant par les Pays de Loire et toute la Bretagne. Et enfin, Laurence, qui, quant à elle, est votre interlocutrice sur toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA, l'Occitanie, ainsi que sur le. Excusez-moi, les DOM. Voilà. Vous voyez, je disais en même temps ce qui se passait dans le chat. Voilà. En bref, et en 2 minutes maximum, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la plateforme, pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont déjà venus, vous connaissez, mais vous avez 3 petits boutons, QR, lever la main et converser. Ces 3 petits boutons, converser, vous ouvrez une petite fenêtre de chat pour vous adresser à, alors, c'est marqué comme ça, je reprends textuellement ce qui est écrit, mais tous les conférenciers et tous les participants. Donc, il y a un petit bouton où vous pouvez poser, pourquoi pas, 10 questions, dire bonjour à vos collègues. Bonjour, d'ailleurs, on a des bonjours de la région Occitanie, on a la bonjour, voilà, donc, bonjour à tous. Vous avez ensuite le bouton QR, comme je le disais là avant de lancer l'enregistrement, c'est un petit, si on posait la question de la différence entre les 2 boutons. QR, c'est un bouton qu'on peut réserver un peu plus à des questions-réponses et pourquoi pas des fois des questions qui sont un peu moins, on va dire, instantanées de la présentation. Voilà, par exemple, je m'explique sur les asservissements, si vous voulez avoir un approfondissement, voir quelque chose, etc., qu'on y est tout à l'heure dessus, il n'y a pas de souci, on peut donc interrompre Nicolas, il sera un plaisir d'ailleurs, ça rend un peu plus interactif notre présentation, d'y répondre. Autre question qu'on peut poser, par exemple, sur le dossier pédagogique, si on n'est pas en train de faire de la présentation dessus, etc., c'est là, je regarde peut-être pour la fin, et on pourra voir après à la fin les documents correspondants. Vous allez ensuite lever la main, voilà, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux, si vous voulez, à la fin de la séance, qu'on fasse
peut lever la main et puis faire une séance questions-réponses également en audio. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, la dernière chose, c'est en direct live sur YouTube. Le webinaire est enregistré. Le live reste sur le YouTube tant que je n'ai pas mis la petite introduction et la petite fin de la vidéo, mais elles seront, donc c'est cette présentation disponible sur YouTube, enfin les vidéos de la présentation seront disponibles sur YouTube, et également hier nous avons décidé avec Antoine de mettre à disposition sur le site internet de ERM ces présentations également, hein, où on n'hésitera pas non plus à refaire de nouveau le lien YouTube sur notre site. Voilà, j'ai pris 5 minutes et la parole à Antoine pour qu'il rentre dans le vif du sujet. Voilà, encore une fois, merci de votre participation. Bonjour à tous, donc on va commencer. Ce webinaire qu'on vous présente aujourd'hui, c'est à partir d'une tourelle motorisée 2 axes réels, représenter la conception, la réalisation et le fonctionnement d'une tourelle motorisée 2 axes didactisée, qui a 2 objectifs. Celui d'hier, c'était pour l'étude de la programmation et l'exécution de programmes Python. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est pour l'étude d'un asservissement de vitesse avec correcteur PID. Alors, pardon. Le sommaire de la présentation. Hein. Donc, on va regarder un peu dans le détail les grands items. Hein. De quoi s'agit-il? Le cahier des charges qu'on s'est fixé. L'exploitation pédagogique qui a été identifiée. La démarche d'ingénierie didactique pour passer du système réel au système didactisé. Et après, la plus grosse partie sont tous les essais de caractérisation d'asservissement de vitesse avec aussi du réel réalisé et puis du modélisé. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, la tourelle motorisée qu'on utilise est de marque Siphon. Alors, elle est surtout destinée aux professionnels. Quand on voit donc, le schéma qui est en dessous, hein. Donc, la tourelle motorisée, elle rend service donc, aux photographes professionnels. Elle agit pour le déplacement d'un smartphone pour réaliser des photos panoramiques de haute qualité. Le cahier des charges qu'on s'est fixé, donc comme je disais, à partir d'une tourelle motorisée où on garde toute la partie mécanique. Le système didactique consiste à remplacer toute la partie électronique et de commande par en liaison des USB et piloté par un IHM développé sur la plateforme de développement MyWiz. Donc pour 2 objectifs, celui d'hier qui était les programmes Python et aujourd'hui l'étude de l'asservissement avec correcteur PID du moteur PAN. Paul, à toi maintenant la parole pour l'instant. Bien, alors avant d'introduire l'exploitation pédagogique, j'aimerais, ce qui sera certainement plus facile, vous parler des quelques problématiques techniques liées justement à l'obtention d'une photo type panoramique et de voir en fait que si jamais par exemple vous avez des systèmes qui ne sont pas régulés, vous pouvez avoir, comme sur la photo de gauche, des ondulations qui sont liées en fait à un système qui n'est pas assez stable ou pas assez rapide au niveau du démarrage de la photo. Et de la même manière, si vous avez un système qui n'est pas assez précis, vous risquez d'avoir sur la photo de droite des ondulations. Donc sur la photo de gauche et là sur la photo de droite, on a des exigences qui ne sont pas respectées, à la fois de rapidité, de stabilité et de précision. Et donc ce système-là induit des problématiques sur les réglages en fait, de la précision. Si on change de diaporama, dans le diaporama d'après, sur ce système grand public pour les professionnels, on a un moteur à courant continu. Et ce moteur à courant continu est utilisé pour des gammes de faible vitesse, mais avec un éventail assez important quand même. Et donc, on a une régulation de vitesse obligatoire, d'autant plus qu'un moteur à courant continu a une tension de seuil, c'est-à-dire une tension à laquelle il démarre
c'est-à-dire qu'entre 0 et 0,3 volts ou 0,5 volts, il n'y a aucun mouvement possible. Et cette tension de seuil va induire eh bien, des phénomènes, surtout si notre gamme de vitesse eh bien, est faible. De la même manière, si on a une gamme de vitesse trop importante, on va avoir une saturation. Et donc, en fait, on a dans le choix de ce moteur, eh bien, finalement, on est limité à la fois par la tension de seuil et à la fois par la tension de saturation. Donc, on a une gamme de vitesse restreinte. Et ce choix eh bien, impose une régulation de vitesse de façon obligatoire. C'est pour ça que dans l'exploitation pédagogique, à la fois sur la spécialité sciences de l'ingénieur, donc si on change de diaporama, on va pouvoir, par rapport à ces problématiques, analyser le comportement du système asservi, associer un modèle du système asservi au niveau de la consolidation phase terminale des compétences développées, dans les macro-compétences analysées, modéliser et résoudre. Et puis, en première, on va pouvoir, sur la compétence macro-compétence expérimentée et simulée, qualifier les écarts des performances entre les valeurs attendues et les valeurs mesurées. Donc, en fait, grâce à ce système, on va pouvoir eh bien, faire ces TP au niveau des asservissements et le besoin de faire un asservissement. De même, en STI 2D, on retrouve ces compétences développées, c'est identifier le caractère, l'agencement matériel du produit et identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un produit de processus avec les chapitres de connaissances abordés, le 3.4, de comportement d'un système régulé asservi. Donc là, on est sans calcul, c'est l'identification, la mesure, et puis on pourra aussi faire de la simulation et voir à travers le changement des paramètres de qualifier le comportement du système. Par contre, en CPGE, simple rappel sur les PCSI, PSI, la filière PCSI, PSI. Donc ça, ce système-là pourrait être utilisé en PCSI, MPSI second semestre, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de TP en premier semestre, et PTSI. On pourrait même l'utiliser en ATS. Donc sur la PC, je vais surtout développer la PCSI, PSI. Donc on a ce diagramme qui est bien explicite. On a le système souhaité, le système réel et le système simulé. Et puis, on va aller regarder les performances attendues, les performances mesurées, les performances simulées, et puis on va qualifier les écarts. Donc ça, c'est important de toujours revenir sur ce diagramme, parce qu'on ne peut pas faire que de la simulation, il nous faut le système réel. On voit bien que le système réel est au centre de ce triptyque. Les macro-compétences sont... alors, on va revenir un petit peu avant, s'il te plaît. Voilà, les macro-compétences sont communiquer, concevoir, expérimenter, analyser, modéliser, résoudre. Et les compétences sont au centre, et c'est ce qu'on va voir sur les tableaux. Alors, avant les tableaux, il y a une diaporama qui va venir ensuite. Voilà. L'exploitation pédagogique possible sur les CPGE, CPCSI, PSI, donc, ou MPSI, PSI pour les MPSI second semestre, et l'exploitation pédagogique possible sur les PTSI, PT, et évidemment ATS. Les tableaux qui suivent représentent les possibilités de TP, d'accord, et puis j'ai mis en rouge surtout les TP qui parlent de l'asservissement, qui est un peu le thème d'aujourd'hui. Donc la tourelle motorisée 2 axes, donc un axe asservi, un axe boucle ouverte, sera livrée avec environ à peu près 10 à 12 TP sur les 2 années PCSI, PSI ou PTSI, PT. Alors, pour regarder un petit peu ce qui est possible en CPGE, on a créé des tableaux en regroupant par centre d'intérêt les compétences. Donc, en gris, c'est ce qui n'est pas vu, qui sera vu dans le second ou troisième ou quatrième semestre. Donc, ici, c'est PCSI, PSI. Et donc là, PCSI, premier semestre, toutes les croix, c'est les TP qu'on peut faire et qui seront développés en partie sur le premier semestre. Donc, on retrouve les macro-compétences, analyser, modéliser, résoudre, expérimenter, et puis les compétences particulières. Et si on revient sur le tableau du premier semestre, on voit que ce qui est intéressant, c'est la plus-value de ce système, c'est que c'est vraiment un système qui parcourt pratiquement tous les centres d'intérêt. C'est un TP du premier semestre. C'est vraiment un système du premier semestre.
malgré tout, au second semestre, on va retrouver sur les PCSI 3 champs, hein, sur le modélisé et donc sur le comportement des modèles de connaissances liés à la cinématique, parce qu'il y a quand même du mouvement, et puis sur le comportement mécanique du système, hein. Sur le 3e semestre, donc c'est-à-dire la PSI. Alors ici, vous avez dans ce diaporama donc la synthèse en fait des centres d'intérêt, et on voit bien ici que le système, on permet de faire 2 TP sur le premier semestre et puis 3 TP sur le second semestre. Pour les PSI, pour le premier semestre PSI, ce qu'on appelle le 3e semestre de cette filière, on voit qu'il y a surtout des TP sur les correcteurs et puis la linéarisation des systèmes, donc des systèmes linéaires continus invariants. Et donc là, ici, on peut faire aussi un petit peu de dynamique, et puis surtout sur la réversibilité de la chaîne. Ensuite, sur le 4e semestre, on est sur une approche globale des systèmes, le réglage des systèmes, et puis sur l'appropriation d'un système pluritechnologique. On regarde le tableau qui nous permet de synthétiser les TP. On voit qu'il y a à peu près 4 à 3 TP par période, voilà, possibles et qui seront sûrement développés. Si on passe sur la PTSI, c'est la même chose, hein, sauf qu'on a découpé, le découpage est un peu différent, parce que là, ici, on a une macro-compétence en plus qui est réalisée. Et donc là, on retrouve donc en jaune les compétences qui sont développées sur le premier semestre, et puis les croix, les TP possibles ou les TP qui vont être réalisés, et certains sont déjà réalisés. Si on passe sur le second semestre, voilà, donc la colonne en verte, c'est ce qui a été fait au premier semestre, et puis en jaune, on va retrouver les croix possibles, donc 4 TP sur le second semestre, qui correspond à peu près à la même chose en PCSI. Donc le tableau est ici synthétique, qui nous permet de regrouper ce qui est possible. Donc là, pareil, on voit que c'est vraiment un système premier semestre. Si on regarde le 3e semestre, c'est-à-dire pour la PT, bien pareil, hein, on retrouve ce système-là. Voilà. Et puis pour le 4e semestre, là ici, on voit que c'est un peu plus rentable, parce que par rapport au découpage, il y a beaucoup plus de validation par rapport au correcteur, etc. Voilà, donc si on reprend finalement au final ce tableau synthétique, on voit que ce système-là, malgré sa simplicité, permet... alors, quand je dis simplicité, c'est par rapport aux autres systèmes, hein. C'est un système qui est simple, facile à prendre en main, mais qui permet d'aborder dans une première étape tous les champs de compétences qui sont liés au programme. Voilà. Et je crois que il n'y a plus après, hein, c'est ça? Voilà. C'est bon, c'est ça. Super, Paul. Juste avant de passer sur le passage de la conception, Antoine va nous détailler la démarche d'ingénierie, hein, pour passer du produit réel au produit didactisé permettant de faire des TP. On a une question concernant les exploitations pédagogiques c'est pour ça que je me permets d'interrompre et de répondre. En première année terminale SI, combien de TP sont prévus, asservissement et Python, Antoine? Je peux répondre, hein. On a prévu 3 TP sur les spécialités sciences de l'ingénieur en asservissement, et 2 TP en Python. Voilà. Ça, l'écriture a déjà commencé. Mais Antoine, tu pourras me confirmer? Oui, c'est ça. 2 TP en Python et 3 TP au niveau asservissement. Qui sont différents, hein. Ils sont complémentaires. Ça veut pas dire que, alors, je pense que ça, c'est très important. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire des TP qui sont des TP de cinématique, parce que nous, on va faire des TP en prépa qui sont des TP de cinématique, des TP de statique, des TP de dynamique, mais qui sont plutôt calculatoires et puis vérification des modèles sur les CPGE, mais ça ne veut pas dire que ces TP-là, on ne peut pas les adapter pour la première et terminale, mais ce n'est pas ce qu'on a prévu. Voilà. Mais c'est largement possible. Voilà, il y a d'autres TP qui sont développés, qui sont plus sur l'analyse fonctionnelle structurelle, qu'on ne présente pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre surtout sur les asservissements. Voilà, n'hésitez pas à demander à Laurence, Hugo et Lionel qui sont présents là. Hein, il y a la fiche qui est téléchargeable avec vraiment tout le nom
tout le nombre de TP. Également des ATP sur Python ou l'asservissement, je suppose, qu'il est quand même peut-être assez facile, Paul, tu vas me confirmer ça, hein, de faire soit vraiment un TP d'acquisition en détaillant vraiment. Alors, les TP sont livrés de format Word, qui permet d'être modifiable, hein, et de faire des TP soit d'acquisition, soit de consolidation, soit d'évaluation, Évaluation, hein, bien sûr. donc en fonction, on va dire, du questionnement qui est posé. Voilà, la petite parenthèse. Tout à fait, tout à fait. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est quand on fait des TP qui abordent plusieurs champs de compétences, c'est-à-dire qui sont agglomérés par un centre d'intérêt, eh bien, ça permet de valider eh bien, la cinématique, le réducteur d'engrenage ou le codeur incrémentable ou des choses comme ça qui sont des constituants qui répondent à des solutions techniques et ce qui permet de valider des compétences. C'est ça qui est intéressant. Après, la liberté, grâce au dossier technique, à l'enseignant d'organiser son enseignement en puisant dans le dossier technique et puis en fabriquant ses TP. Et c'est quand même déjà très agréable quand il y a des TP de départ, parce que tous les TP sont livrés avec le corrigé, quoi. Voilà. Allez, Antoine. D'accord. Là, je présentais la démarche d'ingénierie, hein. Donc la partie conception région mécanique. Déjà au départ, la tourelle motorisée est constituée de deux axes. Le pan, qui est l'axe vertical, et le tilt, qui est l'axe horizontal. Les deux moteurs réducteurs sont strictement identiques. Les schémas cinématiques ont été faits par notre ami Jacques, où on voit donc aussi bien donc, de la tourelle et du réducteur, ici, qui sont, donc tous ces schémas sont, donc, vous les retrouverez aussi dans le dossier technique. Alors pour pouvoir faire donc, l'asservissement, la tourelle donc, d'origine ne comporte pas de codeur. Et comme on n'a pas pu, nous, je dirais, décoder l'électronique, qui est quand même relativement, je dirais, compliqué à faire en rétroconception, donc on a décidé d'installer un codeur en sortie de l'axe du pan, qui nous permettra donc de pouvoir faire d'une part la programmation Python et d'autre part tout ce qui est les essais d'asservissement. Par sécurité, on a positionné un interrupteur qui permet de détecter les fins de course, hein, puisque dans la tourelle d'origine, c'est simplement une tête de vis qui vient en appui sur une butée plastique et pour lequel on a un petit doute sur la longévité. Donc par sécurité, on a mis un interrupteur qui sera activé sur l'excroissance de l'accouplement entre l'axe du pan et le codeur. Voilà pour la partie mécanique. Donc là, Nicolas, à vous. Oui, bonjour, Nicolas Gachadois qui vous parle, Société 3 Sigma. Je vais vous présenter maintenant la contribution de 3 Sigma au développement de cette plateforme, aussi bien sur les aspects matériels que sur les aspects logiciels, avec, comme on le verra par la suite, tout ce qui concerne les asservissements. Donc tout d'abord, pour les aspects matériels, hein, comme l'a dit Antoine, initialement la tourelle comportait un circuit qui était complètement intégré, mais qui n'était pas modifiable. Donc on a pris la décision de remplacer tout ça par des choses qui sont beaucoup plus ouvertes, à savoir tout d'abord une carte Arduino qui permet de gérer tout ce qui est signaux rapides à l'intérieur de la tourelle. On vient d'entendre parler d'un codeur incrémental. C'est bien d'avoir un système un microcontrôleur en fait, hein, qui puisse compter les impulsions du codeur incrémental et être capable de donner ensuite par cet intermédiaire une mesure de vitesse. De même, la carte Arduino va pouvoir gérer le hacheur qui lui va piloter les deux moteurs à courant continu. Donc on a un codeur sur l'axe pan et puis un hacheur deux voies pour les deux moteurs à courant continu sur l'axe pan et sur l'axe tilt. Alors ce hacheur est situé sur une carte que nous avons développée en interne, hein, celle-ci en bas à droite, sur laquelle on va retrouver donc le hacheur. On va retrouver également une mesure de courant sur le moteur pan et puis pas mal de connectiques parce que ce système intègre non seulement les moteurs, mais également des boutons poussoirs pour un certain mode de pilotage, un écran OLED également, une LED à plusieurs couleurs. Donc on a toutes ces entrées-sorties et c'est une des raisons qui ont
présidait à l'utilisation d'une carte Arduino Mega, c'est que sur une carte Arduino Uno, on n'avait pas assez d'entrées-sorties pour aller faire le pilotage du système et de gérer toutes les entrées-sorties. Par ailleurs, pourquoi une carte Arduino plutôt qu'un autre type? Tout simplement parce qu'un des modes dont on ne parlera pas ici aujourd'hui, qui peut faire l'objet encore d'autres travaux pratiques, est un contrôle direct de la tourelle via l'utilisation des boutons poussoirs. Et dans ce cas-là, c'est la carte Arduino qui gère ça toute seule en interne. Donc, ça peut faire l'objet d'un TP supplémentaire centré sur l'Arduino et non pas centré sur le Python. Mais donc, tout ce qui va suivre, et comme hier d'ailleurs, on va uniquement s'intéresser sur les aspects Python et asservissement de la tourelle, donc les choses qui sont gérées d'un plus haut niveau que la carte Arduino. En termes de structure matérielle et d'interfaçage avec le monde extérieur et notamment l'ordinateur qui va permettre le pilotage, cette tourelle est pilotée via un PC qui lui est relié avec une liaison filaire en USB. Alors, c'est un câble USB concrètement, ce qui veut dire que vous pouvez très facilement connecter la tourelle sur votre ordinateur. Juste pour information, pour plus de détails, la vraie communication entre l'ordinateur et la tourelle, c'est une liaison série. Sur la carte Arduino, il y a un convertisseur USB série. Donc, les échanges se font via de la communication série. Je le précise parce que par la suite, je vais être amené à parler justement de cette liaison série. Alors, d'en parler un tout petit peu. Sur la planche qui suit, celle-ci, qui détaille l'architecture du programme informatique, qui va permettre d'exécuter les programmes Python d'asservissement notamment, qui sont mis en œuvre lorsque l'on fait le pilotage de la tourelle. Alors, dans ce qu'on va voir par la suite, vous verrez essentiellement une interface graphique qui est celle que vous voyez sur la droite, qui est un tableau de bord conçu dans le logiciel MyVis, que j'aurai largement l'occasion d'utiliser. Et sur la gauche, vous voyez l'architecture informatique du système. Alors, jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de la tourelle, j'ai parlé de la carte Arduino, sur laquelle est évidemment chargé un programme Arduino qui va gérer, comme je le disais, tout ce qui est entrée-sortie rapide et puis notamment le comptage des impulsions. Le reste est réalisé sur l'ordinateur, sur le PC hôte, via différents programmes Python qui sont séparés en différentes tâches. Alors, pour essayer de simplifier un peu les choses, on a le cœur du calcul, en quelque sorte, qui est le programme d'asservissement, qui va récupérer des données mesurées par la tourelle, qui va récupérer les consignes envoyées par le tableau de bord MyVis et qui va réaliser les asservissements pour aller piloter la tourelle. Donc, ce programme d'asservissement gère également tout ce qui est logique de fonctionnement. C'est vraiment le cœur fonctionnel de ce système. Si on descend vers le bas, j'en ai parlé, une communication série avec la tourelle qui permet d'aller envoyer la tension de commande qui est la sortie de la boucle d'asservissement et qui permet d'aller récupérer le nombre d'impulsions codeurs qui est mesuré par la tourelle afin de calculer la vitesse de la tourelle. Donc, on a d'un côté un envoi d'une consigne de tension et un retour, une mesure de vitesse. Pour fermer une boucle d'asservissement, on a besoin également d'avoir une consigne. Cette consigne, elle est envoyée par l'interface graphique MyVis que vous voyez ici et que vous retrouvez l'icône dans cette partie-là. Hier, on a parlé également de la bibliothèque de fonctions Python qui permet de faire la même chose que l'interface. Je n'y reviendrai pas dessus aujourd'hui. Et entre les deux, entre le logiciel MyVis et le programme d'asservissement, on a une communication qui utilise la technologie des WebSockets, qui est un échange de messages bidirectionnels temps réel entre un client qui est le tableau de bord et puis le serveur qui est ce composant-là qui permet d'aller analyser les messages et renvoyer les messages, échanger des messages dans les deux sens entre ce tableau de bord et puis toute l'architecture informatique du programme Python. Et enfin, entre le serveur de WebSocket et le programme d'asservissement, on a un échange de variables, des choses classiques en Python en fait,
Donc, on communique tout simplement en utilisant les mêmes variables. Et c'est par ce biais-là que le programme d'asservissement récupère la consigne qui est envoyée par le tableau de bord. Donc, juste pour synthétiser, le tableau de bord qui permet de donner des consignes qui sont envoyées via le serveur de WebSocket, donc un message textuel qui est récupéré par le programme d'asservissement. Le programme d'asservissement, lui, à partir de la mesure de vitesse qui est remontée par la tourelle, va faire le calcul de la tension de commande à envoyer à cette tourelle pour avoir la bonne vitesse. Et le programme d'asservissement va également remonter les messages de télémétrie au logiciel MyVis qui va pouvoir les afficher en temps réel sur le tracé graphique que l'on voit sur la droite. Donc voilà pour l'architecture. Je ne vais pas y revenir. Maintenant, on va plus se concentrer sur les aspects asservissement et exploitation à ce niveau-là de la tourelle. Alors, cette IHM de pilotage, je vais laisser passer cette planche parce que j'aurai l'occasion de la présenter plus en détail sur la vraie interface et non pas sur une copie d'écran. Ce sera plus agréable à regarder. En ce qui concerne l'asservissement de vitesse, c'est un régulateur de type PID qui est utilisé. Alors, PID avec une dérivée qui est filtrée par une petite constante de temps, donc quelque chose qui est assez classique. Bon, on filtre la dérivée parce que les actions dérivées ont tendance à rajouter du bruit sur les systèmes d'une part, et d'autre part, d'un point de vue automatique, ça permet d'avoir un régulateur qui est propre, donc au sens automatique du terme, si jamais ça vous parle. Pour la petite histoire, c'est un PID avec saturation et anti-wind-up, hein, donc un dispositif qui permet de désaturer plus rapidement le régulateur lorsqu'on a tapé dans la saturation. Là, on ne l'a pas rajouté sur l'équation pour simplifier un petit peu, mais je vous le dis. Alors, ce concept d'asservissement de vitesse fonctionne de la façon suivante. Là, ça reprend en quelque sorte ce que j'ai dit tout à l'heure. La vitesse de rotation souhaitée est envoyée par le tableau de bord MyVis et récupérée dans le programme Python de calcul des asservissements. Chose que je n'ai pas dite, je peux donc rentrer plus dans le détail à ce niveau-là. La vitesse de rotation réelle est calculée de la façon suivante. Rappelez-vous, on a un codeur. Le codeur, lui, est capable de générer des impulsions. La carte Arduino Mega va compter les impulsions du codeur au fur et à mesure qu'elles arrivent, et on n'a pas directement une mesure de vitesse. Donc en réalité, l'asservissement est échantillonné à 20 millisecondes sur la carte Mega, et toutes les 20 millisecondes, on va compter le nombre d'impulsions qui se sont produites lors des 10 millisecondes précédentes. Ce nombre est envoyé au programme Python, donc via la liaison série, de calcul des asservissements, et ce programme va lui calculer la vitesse en divisant par le temps écoulé, ces 20 millisecondes, et en multipliant par l'incrément angulaire correspondant à une impulsion. Voilà, c'est de cette façon-là que la vitesse est calculée. Ensuite, l'écart entre la vitesse souhaitée et la vitesse mesurée va être traité par le régulateur PID, qui est programmé dans ce programme Python de calcul des asservissements. Le résultat du calcul, au niveau de ce programme Python, c'est une tension de commande du moteur. On reste à un niveau élevé, entre guillemets, dans le programme Python. Ensuite, la tension est convertie en un rapport cyclique de signal PWM parce que c'est le type de signal qui va permettre de commander le hacheur qui pilote le moteur. Donc, on a une conversion entre la tension d'alimentation à envoyer au moteur et un rapport cyclique, un pourcentage de PWM qui est envoyé au hacheur par la carte Arduino, ce qui permet au moteur de recevoir la tension modulée, ce qui met le moteur en mouvement afin de tourner à la vitesse souhaitée. Donc ça, c'est dans le monde idéal, évidemment. Le PID n'est pas forcément bien réglé, donc au final, on ne va pas forcément avoir une tension envoyée par le régulateur permettant de tourner à la vitesse souhaitée. C'est ce qu'on va voir par la suite, justement, ces différents aspects de réglage, modification de réglage sur le régulateur. Maintenant, je vais passer sur différents types d'essais de caractérisation de l'asservissement en vitesse, sur l'exploitation finalement de la plateforme avec les différents tableaux de bord. Je vais donc quitter la présentation. Il y a un certain nombre de planches qui suivent que je passerai ensuite rapidement parce que ça reprend
ce que je vais vous montrer en direct, mais ces planches sont présentes pour que vous puissiez vous rappeler les différentes choses qui auront été effectuées au cours de cette présentation. Alors, en termes d'installation, ici, nous avons la tourelle que vous pouvez voir en bas à droite, avec la webcam qui est directement centrée dessus, raison pour laquelle vous ne voyez pas ma tête dans la zone des webcams des différents conférenciers. Donc, moi, j'ai remplacé ça par une vue en direct de la tourelle. Et sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir le logiciel Myvis, le tableau de bord qui sera utilisé pour aller faire l'exploitation de la tourelle. Alors, rapidement, je vais vous décrire ce qui est présent dans ce tableau de bord. Donc, tout d'abord, ce qui permet d'aller contrôler le lancement de l'exécution, bouton marche arrêt, possibilité, on y reviendra par la suite, de commuter entre une tourelle réelle et puis une tourelle simulée. Gestion des résultats avec enregistrement, fichier CSV et puis tracé, on aura l'occasion de l'utiliser également. Les différents essais mis en œuvre sur la tourelle nécessitent, pas forcément, mais disons qu'on a trouvé que c'était bien de pouvoir positionner la tourelle à un point donné afin d'avoir toute la marge nécessaire pour réaliser l'essai en vitesse. Parce que si on a besoin de faire un essai en vitesse très court, on n'est pas obligé d'être complètement à gauche. Sinon, si on a besoin de faire un essai en vitesse assez long avec une vitesse élevée, on doit prendre de la marge pour éviter d'atteindre la butée dont a parlé Antoine tout à l'heure. On est capable également de piloter le tilt via cette interface. Là, il faut savoir que le pilotage du tilt se fait en boucle ouverte. On n'a pas de mesure de vitesse sur le tilt. Donc, on laissera ça de côté pour la présentation. Et puis, le générateur de signal en bas à gauche permet de choisir le type de signal qui est envoyé. Par défaut, c'est un échelon, mais on pourrait également envoyer un sinus. On a la possibilité également de choisir une fréquence. Donc, dans tous les essais qui seront réalisés, on utilisera une fréquence nulle parce qu'on va juste faire des réponses à un échelon. De même, la durée est réglable. Par défaut, c'est 2 secondes. On utilisera toujours cette durée pour éviter trop de manip dans les modifications de réglage. Mais sinon, vous pourriez très bien, avec cette tourelle, utiliser, en mettre 0 pour avoir une durée infinie, et puis utiliser un signal sinusoïdal avec une certaine fréquence pour faire osciller la tourelle et regarder la réponse en fonction des différentes valeurs de fréquence et voir de l'atténuation sur les réponses en fréquence. Donc, c'est une des possibilités qui est réalisable en plus avec ce système. En fait, enfin, dernier élément, en bas à droite du tableau de bord, 3 zones pour réaliser 3 essais consécutifs permettant de pouvoir facilement comparer différents résultats, et j'aurai l'occasion de vous le montrer par la suite, notamment dans les manips sur les réglages des gains du régulateur. On verra qu'en utilisant ces 3 composants, ces 3 essais, on peut rapidement tester 3 réglages différents, les voir superposés sur la courbe et de ce fait se donner une idée très rapide des performances de chacun des réglages. Voilà, premier essai. Alors ici, le réglage sur le correcteur est le même. Pour les 3 essais, on a simplement des valeurs numériques différentes pour ce qui est de l'amplitude de consigne. Je vais démarrer la tourelle. Sa première action, c'est d'aller en butée. Voilà, la butée permet de définir un 0 pour la position de la tourelle parce que, comme je vous l'ai dit, on utilise un codeur incrémental, donc on n'a pas de mesure de la position absolue. Et comme ensuite on souhaite positionner cette tourelle initialement pour faire nos différents essais, on a besoin d'avoir une référence de position afin de pouvoir positionner correctement la tourelle de façon angulaire. C'est l'unique raison pour laquelle on fait cette initialisation pour aller chercher le 0 du codeur incrémental, et à partir de là, on va compter les différentes impulsions à partir de ce 0. Première manip, l'initialisation, donc à cette position initiale. Vous remarquerez, les personnes qui étaient là hier, qu'on a rajouté un smartphone cette fois-ci. Donc ça permet de voir la tourelle vraiment dans son utilisation la plus générale. Et ce pourquoi elle est utilisée, même si on ne fera pas de manip de prise de photo à partir de ce smartphone. Premier essai,
à 0,2 radians par seconde. Là, je vais réinitialiser. Un second essai à 0,5 radians par seconde. On peut visualiser les différentes données qui sont affichées sur ces courbes. Le troisième essai à 0,9. Alors, on voit beaucoup de choses qui sont affichées parce qu'on a la consigne, on a la mesure de vitesse, on a également la tension de commande, on a le courant, mais le courant est un peu ratatiné ici autour de 0. On a l'occasion de voir dans une autre interface, et puis on peut également zoomer dans cette interface. Bon, pour la suite, et pour simplifier, je vais supprimer la visualisation des tensions, parce qu'on ne s'en occupera pas forcément très précisément ici aujourd'hui, mais je pourrais toujours les rajouter éventuellement. Voilà, ça permet d'alléger le graphique et de regarder ce que ça peut donner lorsque l'asservissement est à peu près correctement réglé. Sur différentes amplitudes de consigne, on voit que la vitesse asservie, la vitesse mesurée, suit correctement les consignes qui sont spécifiées via cette interface. Voilà donc pour le premier essai. Ceci étant, ce qui va plutôt nous intéresser ici, c'est de réaliser des essais de réglage des asservissements. Alors, on va passer en mode complètement déréglé. Voilà. Donc là, je mets les gains capés aux valeurs les plus petites possibles. Je vais diminuer également grandement tous les gains intégrateurs. On peut modifier ça facilement dans l'interface. Quand tu fais ça, on nous pose la question, quelle est la fréquence d'échantillonnage à peu près? C'est 20 millisecondes. 20 millisecondes, voilà. Tout est réalisé à 20 millisecondes d'asservissement. L'affichage, on est à 20 millisecondes partout. Voilà, je vais faire le même essai, les mêmes essais avec un asservissement très faible, des valeurs très faibles, pour vous montrer que dans ce cas-là, quand on est à 0,2, alors comme l'a dit Paul tout à l'heure, le moteur à courant continu a cette caractéristique en fait d'avoir une tension de seuil. Ici, manifestement, les gains n'étaient pas assez forts pour dépasser cette tension de seuil. Et par conséquent, on n'a pas bougé sur le premier essai. Et d'ailleurs, pour avoir un peu plus de détails, si on regarde le U1, qui est cette courbe-là que je viens d'afficher, on constate que voilà, la tension qui était aux alentours, on n'a pas atteint 1 volt en fait, sur cette tension. Ce n'était pas suffisant pour faire bouger la tourelle. C'est déjà une première chose intéressante qui est visible en faisant ces 3 essais sur un suivi à différentes vitesses avec des gains très faibles pour montrer que si on n'a pas une tension suffisante, on ne va carrément pas bouger. Maintenant, faisons le réglage du gain capé. Alors, je vais utiliser d'autres valeurs de consigne. Cette fois-ci, toutes les mêmes, afin de pouvoir comparer ces différents réglages. Voilà. Et puis, afin d'avoir quelque chose d'intéressant, je vais utiliser un réglage moyen pour KI. Sinon, on est trop encore dans les valeurs faibles. Voilà, j'utilise donc, je spécifie 3 réglages différents, KP égale 2, 7 et puis 10, afin de comparer les performances de l'asservissement avec ces différents réglages. Réinitialisation. Voilà, cette fois-ci, on lance avec une vitesse qui est conséquente. On peut donc sortir de la tension de seuil. On a une réponse avec un certain dépassement lorsque ce KP est trop petit. Alors, parce que KP est petit par rapport à KI, c'est la raison essentielle. Quand on a cette autre valeur qui est égale à 7, qui est pas mal du tout, compte tenu des performances que l'on peut souhaiter, à savoir un temps de réponse inférieur à 0,5 secondes et puis un bon suivi, une bonne précision. Enfin, si on augmente encore l'asservissement pour aller le KP pour aller jusqu'à 10, là, on voit apparaître des oscillations, c'est-à-dire que si on considère que le régime permanent est atteint définitivement à ce moment-là, ce qui est le cas d'ailleurs, on dépasse les 0,5 secondes de temps de réponse qui était demandé. Donc l'asservissement optimal, c'est plutôt celui du milieu, avec cette valeur de KP qui est égale à 7. Maintenant, réglage différent pour déterminer la meilleure valeur du gain intégral. Donc, on va repartir avec un KP égal à 7 pour tous les réglages.
Et puis, on va changer les 3 valeurs de KI. On va essayer de déterminer 3 valeurs de KI différentes. Voilà, 20, 50 et 80 pour voir ce qui est le plus adapté sur le réglage de ce gain intégral. Réinitialisation. Je lance le premier essai. Là, on constate clairement que le gain de l'intégrateur n'est pas suffisant. Donc, on a une précision qui finit par être correcte, mais qui met très longtemps. On met très longtemps à atteindre la valeur de xi. Je relance. Je vais pouvoir refaire cet essai-là. Ok, donc réinitialisation. Maintenant, je vais faire un deuxième essai avec le nouveau KI qui est égal à 50. Là, on est pas mal du tout. Enfin, troisième essai avec un KI qui est égal à 80. Et on commence à voir apparaître des dépassements. Donc là, même si on a l'impression que le temps de réponse augmente, en tout cas, la montée est plus rapide, on a quand même un dépassement qu'on ne peut pas accepter. Qui est supérieur à ce que l'on souhaite pour atteindre les performances. Donc, le réglage optimal pour le régulateur KPKI, c'est 7 et 50. Maintenant, comme on a affaire à un PID, regardons ce que l'on peut obtenir comme conclusion sur le PID. Alors, cette fois-ci, je vais modifier simplement le PID. Donc, j'utilise les mêmes valeurs de KPKI sur tous les réglages. Vous remarquerez qu'on a des petits boutons qui permettent de se mettre rapidement sur des réglages prédéfinis. Je vais utiliser KI égale KD égale 0 pour le premier essai, KD égale 0,5 pour le deuxième essai et KD égale 1 pour le troisième essai. C'est reparti, initialisation. Premier essai avec les réglages que nous avions précédemment, entre parenthèses. Le réglage est pas mal du tout. Deuxième essai avec 0,5. Là, on voit apparaître des oscillations sur KD. Et troisième réglage avec une valeur de KD encore plus forte, encore plus d'oscillations sur la vitesse, pas sur KD, j'ai dit précédemment sur KD, encore plus d'oscillations sur la vitesse. Le réglage optimal serait donc celui-ci, 7, 50, 0. Dans ces conditions, vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un gain KD. Tout simplement, on a le droit également d'utiliser d'autres réglages que ceux-ci. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un essai avec un gain d'asservissement de la boucle de la partie intégrale qui était égale à 80. Alors, on peut regarder ce que donne justement ce gain de 80 avec différents réglages de KD. Donc, je vais utiliser le premier réglage comme référence. Le second, c'est 7,80 pour voir la dégradation qu'on a pu observer tout à l'heure lorsqu'on avait un gain KI qui était supérieur. Et puis, le troisième réglage, je vais utiliser également 7,80, mais cette fois-ci, je vais augmenter le gain KI pour voir ce que ça peut donner. Voilà, premier essai, c'est l'essai de référence. C'est pas mal du tout. Deuxième essai, je le rappelle, le gain KI est augmenté. On a déjà fait cet essai-là, on a pu remarquer qu'on avait un dépassement qui était trop important. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on rajoute un intégrateur, c'est quelque chose qui ressemble à un retard dans une boucle. Et une action dérivée, c'est une avance de phase. Donc, on a d'un côté un retard de phase, d'un autre côté une avance de phase. Donc, on peut légitimement se dire, finalement, si mon retard de phase me pose problème, je vais rajouter une avance de phase pour essayer d'atténuer le problème. Et peut-être que globalement, je vais avoir un truc pas mal avec une augmentation de rapidité de l'asservissement et puis pas trop de déplacement. Voyons voir. Et en effet, c'est ce qu'on peut constater. On voit bien ici que sur la montée, l'asservissement est plus rapide et on a un dépassement qui est plus faible, quasiment en un facteur 2. À ce niveau-là, si je fais le zoom ici, on est un dépassement qui est plus faible qu'avec un régulateur sans gain KD. Donc, ce réglage nous permet d'avoir un asservissement plus rapide avec moins de dépassement, encore un dépassement. Donc, il faudrait faire
optimiser encore un peu le réglage, mais c'est pour vous faire sentir comment ça fonctionne. Donc, moins de dépassement, parce qu'on a rajouté le KD qui permet de compenser le retard de phase de l'action intégrale. Et puis, globalement, quelque chose qui est plus rapide et qui pourrait finir de rentrer dans les spécifications demandées avec encore un petit peu d'optimisation. Bon, voilà, on a pu balayer. Je suis allé assez vite, je suis désolé, mais bon, c'est aussi pour pas trop. Il n'y a pas de souci. On a pu balayer les fonctionnalités qui sont réalisables avec ces différentes possibilités de réglage d'asservissement. Je pense que Fred a peut-être des questions à poser. Voilà, on vous pose la question, est-ce qu'on pourrait avoir un réglage où on observe un manque de précision? Alors, c'est le réglage qu'on a pu voir tout à l'heure, le manque de précision avec le gain KI qui était trop faible. Je vais revenir à la capture d'écran parce que là, je suis réglé pour faire une comparaison avec avec la partie simulation. Donc, je ne voudrais pas trop faire de… Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec le réglage du gain KI qui était trop faible. Là, on a un problème de précision. Au bout d'un moment, on atteint le résultat. Là, on atteint la consigne au bout d'un temps qui est très important. Maintenant, si c'est une erreur statique permanente, ce qu'il faudrait, c'est rajouter du frottement dans la tourelle, la freiner de telle sorte que l'on ne puisse jamais atteindre la vitesse de consigne. Il faudrait faire ça. Donc, si on rajoute du frottement, alors ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire dans la tourelle réelle. On pourra le faire dans la tourelle simulée, donc merci pour la transition. Sur la tourelle réelle, on ne peut pas réellement rajouter du frottement, un frottement qui serait constant. On peut toujours la freiner à la main, mais on n'aura pas un frottement constant, donc ce ne sera pas évident de tirer des conclusions. Et si on freine la tourelle, physiquement, on va devoir, l'asservissement, on va essayer de compenser malgré tout en augmentant la tension de commande. Et comme cette tension de commande est finalement limitée, on aura cette fois-ci une erreur statique parce que l'asservissement ne sera pas capable, en tout cas la tension de commande saturée ne pourra pas atteindre une valeur suffisante pour compenser les frottements que l'on aura introduits sur la tourelle. Et en mettant une masse plus importante sur la tourelle? Alors j'y reviendrai. D'accord, ok. Je reviendrai sur cet aspect-là. Donc je demande un petit peu de patience pour la réponse à la question. Ok, pas de souci. C'est un point qui sera traité en effet justement sur la partie simulation, encore une fois, parce que sur la tourelle réelle, alors on peut évidemment s'amuser à changer de smartphone entre les différents copains et puis mettre des smartphones de différentes masses, mais vous verrez que même si l'intuition peut vous faire penser que ça suffira, ça ne suffira pas forcément. Mais on y reviendra. Ok, super. Alors justement, c'était une bonne introduction pour passer à la partie simulation. On va voir dans cette partie deux types de simulateurs. Un simulateur réalisé avec Scilab et Xcos. Donc, je dirais Xcos pour simplifier, puisque c'est le nom de la partie interface graphique du logiciel. Donc, un simulateur Xcos pour les aspects réglage de la boucle d'asservissement. Et on verra également l'utilisation d'un simulateur temps réel complet avec visualisation 3D pour faire la comparaison très facile avec la tourelle réelle. Commençons par le simulateur Scilab Xcos. Alors, idem, je vais faire plus du réel que de la planche. Donc, je mets ça en sommeil. Je vais quand même revenir sur là où j'en étais. Voilà. Pardon. Je ferme ça et puis je vais vous montrer les deux. Alors, on a plusieurs simulateurs en réalité. Donc, la capture d'écran que vous avez vue, c'est ce simulateur. Donc, simulateur Xcos avec une partie qui utilise des blocs modélica, donc une partie acausale qui est naturelle pour aller modéliser de la physique, et puis une partie causale qui est la boucle d'asservissement. Ce simulateur, c'est une version qui est simplifiée dans la mesure où on n'a pas les logiques de fonctionnement, on n'a pas des choses complexes. Enfin, voilà, c'est vraiment dédié pour faire une simulation
simple d'une boucle d'asservissement en donnant une consigne de vitesse, en regardant des performances temporelles ou en pouvant analyser des performances fréquentielles. Donc, ce simulateur-là, avec la partie causale et la partie acausale, est livré avec le système. On a également un autre simulateur qui est disponible, enfin deux autres modèles disponibles. Celui-ci qui est le pendant du précédent, avec une partie également causale, enfin tout est causal dans ce simulateur, y compris la façon de modéliser le moteur et puis la mécanique. Donc, la modélisation moteur et mécanique, c'est ce que l'on voit sur la droite, et sur la gauche, c'est la représentation de l'asservissement de vitesse. Comme dans le modèle précédent, on peut modifier les différents paramètres rapidement via cette interface où on a regroupé toutes les variables, tous les paramètres pertinents du modèle que l'on souhaite pouvoir modifier. Ce simulateur permet de pouvoir tester les performances temporelles, donc la réponse temporelle du système à un échelon. J'ai lancé la simulation, voilà le résultat. Donc, on obtient ça sur l'interface classique de Scilab d'affichage des courbes. On voit la tension de commande, la vitesse et la vitesse filtrée, la consigne également qui sont présents. On peut rajouter autant de scopes que l'on veut pour voir le courant si on souhaite faire des superpositions de courbes. Bref, tout ça, c'est comme vous avez l'habitude d'utiliser Scilab. Et encore une fois, c'est, comme je l'ai dit, un concept d'outil qui va permettre de faire du réglage de boucles d'asservissement sur un modèle simplifié ici, utilisant des fonctions de transfert de la tourelle sans tout ce qui vient autour. Par conséquent, pour aller faire des comparaisons avec le modèle réel, ça sera plus compliqué. Bon, ça, c'est le modèle. Il y a deux modèles temporels. Celui-ci et celui qu'on a vu précédemment avec la partie causale. On vous livre également un modèle fréquentiel qui est quasiment identique au modèle temporel. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser un block time, on utilise un bloc ici dans lequel on peut choisir le type de réponse en fréquence que l'on souhaite. J'ai choisi le black parce que c'est un des meilleurs diagrammes pour visualiser en un coup d'œil les marges de stabilité d'un système, puisqu'on peut voir immédiatement, dans la mesure où on trace le gain en fonction de la phase, on peut voir immédiatement en rouge la marge de gain, en bleu la marge de phase. Donc physiquement, on peut voir en rouge la marge que l'on a si on devait augmenter le gain de la boucle d'asservissement. Et en bleu, on voit la marge que l'on a si on devait augmenter des retards parasites dans cette boucle d'asservissement. Alors évidemment, quand on est en fréquentiel, c'est moins facile de voir les performances temporelles. Et même si on augmentait les retards et si on augmentait les gains, on pourrait diminuer les marges. Ça aurait aussi une influence sur les performances temporelles. C'est la raison pour laquelle on utilise toujours les deux diagrammes ensemble, les deux types de simulation ensemble, l'aspect fréquentiel, l'aspect temporel pour voir les performances, l'aspect fréquentiel pour voir les marges. Si on trace un BOD, on pourra voir également si l'asservissement est mal réglé, un problème d'amortissement dans l'asservissement, mais on peut le voir également sur le diagramme de Black. Voilà, ces modèles simples et orientés automatiques de la tourelle sont livrés. Je vais revenir à mes planches pour faire la synthèse de ce que je viens de vous montrer. Voilà, donc en résumé, caractéristiques et intérêts du simulateur Scilab. Bon, là, c'est une des copies d'écran, une copie d'écran d'un des systèmes que je vous ai montré. Un modèle linéaire simplifié qui n'intègre pas les logiques de fonctionnement, qui n'intègre pas les butées mécaniques, ni le mouvement de tilt. Donc, quelque chose qui est orienté pour les automaticiens, pour le réglage des asservissements. C'est comme ça qu'on fait dans l'industrie. On a toujours des modèles qui sont plus simples pour se concentrer sur ce réglage des asservissements. Si on utilise un modèle avec des butées, si on devait rajouter les butées mécaniques dans ce modèle, on serait gêné parce qu'on peut avoir envie de virtuellement faire tourner la tourelle sur de multiples tours. Bref, c'est vraiment le type de modèle qui est dédié à l'automatique.
qui permet, alors dans la version, pour l'analyse fréquentielle, dans sa version complètement causale comme j'ai montré, qui permet d'analyser la stabilité de la boucle fermée, les performances temporelles, et puis qui va permettre rapidement de pouvoir tester différents réglages. Alors pas forcément aussi rapidement qu'avec le modèle de la tourelle comme on a pu le voir précédemment, enfin le tableau de bord, mais quand même très rapidement, on peut modifier des gains de régulateurs et puis relancer des simulations pour pouvoir faire l'analyse au travers des courbes qui sont affichées dans Scilab. Ça, c'est le premier modèle qui est utilisable avec ce système. Le second modèle, c'est un simulateur temps réel complet avec visualisation 3D. Alors, ce modèle, il essaie de représenter le mieux possible le vrai système, c'est-à-dire qu'il comprend les butées, tout ce qui est logique de fonctionnement, le mouvement de tilt, la quantification qui est causée par le codeur incrémental. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais sur la vraie tourelle, j'ai parlé du codeur, pas parlé de la quantification. Sur la vraie tourelle, on a un codeur. Comme je vous l'ai dit, on compte des impulsions. On fait ensuite une dérivée, mais les impulsions, c'est un incrément angulaire qui est figé. Et dans tous les systèmes dont on mesure la vitesse avec un codeur incrémental, on a des quantifications qui ne sont pas négligeables. Et c'est intéressant de pouvoir voir l'influence que ces quantifications peuvent avoir. Elles sont incluses dans ce modèle temps réel. Temps réel parce que c'est du code C compilé qui est exécuté. Alors, je vais insister lourdement sur ce point-ci. Le modèle temps réel n'est pas issu du simulateur Scilab que l'on vient de voir, du simulateur Xcos que l'on vient de voir. Il a été conçu à partir d'un autre outil. À partir de cet autre outil, on a généré du code C, on l'a compilé. Donc, c'est embarqué dans le tableau de bord qui est utilisé. Malgré tout, on peut facilement modifier les paramètres physiques pour voir leur influence sur les résultats. En réalité, bien que ce modèle soit du C compilé, on peut faire exactement la même chose qu'avec le simulateur Xcos, à savoir modifier les paramètres du moteur et de la physique afin de tester différentes valeurs du modèle. Et c'est là qu'on pourra regarder l'influence de frottement supplémentaire sur les performances du système. Par ailleurs, dans la mesure où on va pouvoir l'utiliser directement dans MyViz avec le même tableau de bord que l'interface, que le système réel, on va pouvoir comparer très facilement les courbes acquises dans ces deux modes, dans le mode réel et dans le mode simulé. On pourra superposer avec un outil que vous allez découvrir par la suite les résultats des deux dans des conditions d'exécution strictement identiques avec la phase d'initialisation, éventuellement les butées et autres. Par ailleurs, une chose qui manque sur le simulateur Scilab, c'est la visu 3D. C'est bien joli d'avoir des courbes, mais quand on peut avoir en plus la vision de quelque chose qui bouge dans l'espace, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'interpréter les résultats et de voir le fonctionnement du système. Et enfin, on pourra facilement, dans la mesure où les paramètres physiques sont modifiables, étudier la dégradation de performance des asservissements sur des cas que l'on ne peut pas tester dans la réalité. J'ai parlé des frottements. On va voir également la possibilité de modifier la masse du téléphone qui est porté par la tourelle pour constater les conséquences de ces modifications de masse. Je quitte la présentation pour passer sur des expérimentations réelles. Alors cette fois-ci, on va pouvoir la vraie tourelle bouger, on va voir la tourelle simulée bouger. Donc, je vais passer en mode tourelle simulée. Voilà, et puis je lance la simulation. Donc on a une recherche de butée sur la tourelle simulée. Alors, je vais la mettre en plus petit en haut à droite pour qu'on puisse continuer à la voir et voir également l'interface. Donc on a vu la mise en but, l'initialisation, idem pour le codeur incrémental sur la tourelle simulée. Je vais faire un réglage qui me permette de comparer, de vous montrer qu'avec cette tourelle simulée, on peut également comparer facilement différentes valeurs des asservissements.
Donc là, je vais simplement modifier le gain de l'intégrateur. Je vérifie juste que tout est correct. On aura le même gain proportionnel pour tout le monde et puis un gain intégrateur nominal pour le premier essai, pas assez grand pour le second et puis trop grand pour le troisième, parce que je ne vais pas refaire tous les essais avec la tourelle simulée. Simplement, je voudrais vous montrer que l'on obtient le même type de résultat. Voilà. Là, je fais également l'initialisation en position à 90 degrés. Donc, comme je vous disais, c'est la même logique de fonctionnement. C'est réellement la même logique de fonctionnement. Je lance le premier essai. Alors, si vous vous souvenez bien, là, normalement, je suis dans le réglage nominal. Je n'ai pas les mêmes résultats que sur la tourelle réelle. Alors, rassurez-vous, c'est fait exprès. C'est fait de telle sorte que je puisse vous montrer par la suite qu'on va pouvoir modifier les réglages de ce modèle de tourelle réelle pour qu'il puisse s'adapter, tourelle simulée, pardon, pour qu'il puisse s'adapter à la tourelle réelle. Enfin, le troisième essai avec le gain intégral qui est beaucoup plus fort. Donc, ça marche comme précédemment, à savoir, quand on a le réglage entre guillemets nominal, ici, on est finalement entre les deux réglages extrêmes. Le KI qui est égal à 20 donne une vitesse qui est plus longue à atteindre la consigne. Le KI égale 80 donne une vitesse qui est également plus longue à atteindre la consigne, même si le temps de réponse, la rapidité au début est plus faible. On a un dépassement qui fait qu'au final, on met plus de temps avant d'atteindre la consigne spécifiée pour cet asservissement de vitesse. Donc, comme on a pu le voir, on n'a pas les mêmes performances entre la tourelle réelle et entre la tourelle simulée. On peut le constater en cliquant sur le bouton tracé. Je vais ouvrir un outil qui est également intégré dans MyViz, qui permet de visualiser, de comparer des courbes qui ont été réalisées sur différents essais, et en particulier de comparer le dernier essai réel réalisé avec les différents essais simulés que l'on peut réaliser à partir de maintenant. Donc la consigne, c'est celle-ci. La vitesse qu'on a mesurée, c'était celle-ci. Et puis, je peux directement comparer avec le premier essai de la dernière série réelle pour voir la différence entre les deux. Alors là, on a un plat, c'est parce qu'on a atteint la saturation de vitesse, de tension, pardon. Donc, on ne peut pas aller plus vite. Et puis ici, on a la réponse du système de la tourelle Drell. Donc, on voit qu'on a besoin d'avoir quelque chose qui est plus amorti au niveau de la réponse sur la tourelle simulée. Alors, plus amorti, ça veut dire on ne va pas jouer sur l'asservissement. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de recaler le modèle. Donc, pour recaler le modèle, je vais faire un essai avec… Tout d'abord, je vais me réinitialiser. Voilà, je vais ouvrir la fenêtre qui permet de modifier le modèle. On a accès à l'inertie globale, on a accès à la constante de couple du moteur, la résistance interne, le frottement visqueux, le frottement sec et la masse du smartphone. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez pu constater que pour l'instant, sur ma tourelle réelle, je n'ai pas de smartphone. On pourrait se dire que c'est la raison pour laquelle on a une différence entre le résultat réel et le résultat simulé, puisque la masse du smartphone est nulle dans mon essai simulé, comme on peut le voir ici, alors qu'elle n'était pas nulle forcément sur la tourelle réelle, puisqu'on a un vrai smartphone. Malgré tout, ce n'est pas la raison. La raison, c'est le frottement visqueux, qui était volontairement dégradé. Donc là, je l'augmente un petit peu. Alors, augmenter le frottement, ça contribue globalement sur la boucle fermée à augmenter l'amortissement. Donc, c'est justement ce qui nous manque pour avoir quelque chose qui réponde différemment. Alors, malgré tout, juste avant de faire cet essai-là, je vais recommencer. Excusez-moi. C'est pour faire une comparaison plus facile. Voilà, je vais refaire mon premier essai comme précédemment. Voilà. Là, je vais revenir en position initiale et je vais faire le second essai avec le même réglage de régulateur, mais en modifiant le modèle.
Comme ça, on pourra vraiment comparer des choses qui sont comparables. Comme ceci. Donc c'est parti, je refais, donc je l'ai déjà fait. J'ai fait le premier essai avec le frottement tel qu'il est initialement. Je fais un second essai avec les mêmes paramètres de réglage, voilà. Et là, on constate que c'est beaucoup mieux. Donc visuellement, pour l'instant, on peut se dire c'était effectivement ce paramètre de frottement qui n'était pas correct. Vérifions sur l'outil qui nous permet de superposer des courbes entre le tracé et le simulé. Alors, on va revenir voilà, avec la première réponse en vitesse. Maintenant, la deuxième réponse en vitesse avec le frottement qui a été modifié. Comparons avec l'essai réel correspondant. On constate qu'on est pas mal du tout. Et maintenant, si on regarde les tensions, on peut comparer les tensions d'alimentation aussi, entre le simulé et puis le réel. Et là, idem, on constate qu'on est pas mal du tout. Donc, aux petites choses près, la différence entre les deux, c'était justement cet amortissement qui était différent entre la tourelle réelle et la tourelle simulée et qui permet sur la tourelle simulée, pardon, on peut recaler de cette façon-là le modèle, montrer aux élèves qu'on peut avoir un raisonnement physique simple pour savoir quels paramètres changer afin de recaler le modèle. Là, tout simplement en regardant un manque d'amortissement dans le système, le gain, le frottement visqueux étant justement quelque chose qui peut augmenter l'amortissement. C'est ça qui nous manquait afin d'avoir des courbes qui puissent se superposer correctement. Alors, on a vu qu'on pouvait modifier la masse du smartphone. Donc, c'est là que ça sera intéressant pour faire des comparaisons afin de tester justement l'influence de la présence ou non du smartphone. Je vais réinitialiser. Voilà, donc pour ce qui est de cet essai-là, l'essai nominal, c'est celui avec le smartphone absent. Les gains nominaux, donc normalement tout est correct. Et puis le frottement qui nous permet d'avoir une réponse qui est identique à la réponse de la tourelle réelle. Donc, au passage, si on a envie de faire, bon, je ne vais pas le faire pour éviter prendre trop de temps, mais si on a envie de faire un essai avec des frottements complètement irréalistes, c'est parfaitement possible. Avec ce modèle de simulation, on peut comparer vraiment les choses de façon très simple avec le modèle, la tourelle réelle. Donc, je relance un essai en version nominale. Voilà, je vais réinitialiser ma tourelle et puis je vais maintenant rajouter un smartphone. Alors pour que ça corresponde parfaitement avec la réalité, la masse du mien qui est fixée sur la tourelle est de 235 grammes. Voilà, alors pour info, vous pouvez remarquer déjà que le smartphone est apparu comme par miracle sur la vue 3D parce qu'on a mis une masse non nulle, ça veut dire qu'il est présent, donc un smartphone apparaît. Et par ailleurs, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je lance donc cet essai avec ce smartphone qui est présent. Et que constate-t-on? Deux courbes qui se superposent quasiment à l'identique. Ça, on peut considérer que c'est choquant parce qu'on dit quand même, 200 grammes, ce n'est pas forcément anodin. Mais en réalité, il est important de connaître une chose dont on n'a pas encore parlé. C'est, alors on a évoqué le mot motoréducteur pour ce qui est de l'entraînement de l'axe PAN. On n'a pas parlé du rapport de réduction du réducteur. Il faut savoir que le rapport de réduction du réducteur est de 516. Et ce rapport de réduction, le smartphone plutôt, il est vu par le moteur au travers de ce rapport de réduction. Et il s'avère que quand on écrit les équations, l'inertie du smartphone et en fait de toute la partie mécanique de la tourelle hors rotor du moteur, tout ce qui est au-delà du réducteur, si je peux m'exprimer ainsi, toute cette inertie est vue du moteur au travers du rapport de réduction au carré. C'est-à-dire que l'inertie de tout ce qui est à l'extérieur doit être divisée par au moins 25 000 afin d'avoir, quand elle est vue par le moteur. Et au final, on constate que c'est l'inertie du rotor du moteur qui est prépondérante
parce que le rotor, lui, il est avant le réducteur, hein, en quelque sorte. Tout ce qui est après le réducteur a une inertie qui est complètement atténuée par ce réducteur et qui ne joue que sur quelques pourcents sur l'inertie globale. Raison pour laquelle, si on met un smartphone de 235 grammes, on ne va pas voir la différence. Si on met un smartphone d'1 kg, on ne verra pas non plus la différence. Même 10 kg, on ne voit pas grand-chose. Je vais mettre un smartphone de 200 kg. Vous allez voir le premier résultat dans quelques instants. Voilà, c'est tellement lourd que là, ça fait tomber entre guillemets, l'axe du tilt. Vous avez pu voir au passage d'ailleurs la réaction sur l'axe du pan, hein, parce que le modèle est a priori pas mal fait. Hein. Si on a l'axe tilt qui bouge avec une telle masse, on a une réaction sur l'axe pan. Et maintenant, si je lance ma simulation avec cette inertie supplémentaire, on voit enfin une différence sur le temps de montée. Alors, l'inertie joue simplement sur le temps de réponse. C'est-à-dire que ça ne va pas jouer sur la précision finale, en considérant que, évidemment, 200 kg ne joue pas sur le frottement, ce qui est qui peut être faux, hein, ce qui est probablement faux d'ailleurs. Mais bon, c'est l'hypothèse qu'on fait ici. On joue simplement sur le temps de réponse. Ce que je voulais dire également, qui m'est sorti de l'idée de tout à l'heure, c'est que lorsqu'on modifie la masse, l'inertie est recalculée automatiquement. C'est la raison pour laquelle on a juste un paramètre de masse. Pour le smartphone, on considère qu'il y a une dimension à peu près standard, donc l'inertie est recalculée automatiquement à partir de la masse. Voilà donc pour l'influence que l'on peut avoir sur la masse du smartphone. Et encore une fois, si sur la tourelle réelle, on ne peut pas faire ça. Donc l'intérêt d'avoir le réel, parce que si on n'a pas de réel, comme on a pu le dire tout à l'heure, ça ne va pas. Et la simulation permet de faire des comparaisons très précises, exactement dans les mêmes conditions. Je pense que Fred a des questions. Super, Nicolas. Super. Tu as des choses à nous rajouter, Nicolas? Oui, juste une planche pour conclure. Une planche pour conclure. Donc, celles-ci, on les a déjà vues, mais vous les aurez pour référence. Voilà. Donc, en conclusion, sur ces deux types de simulateurs, ils sont présents parce que cette tourelle réelle associée à ces modèles de simulation permet de reproduire une démarche de conception industrielle. À savoir, on a un simulateur simplifié sous Xcos qui permet de faire du réglage de correcteurs dans un monde linéaire, idéalisé. Donc, c'est un monde qui est vraiment adapté à cette tâche parce qu'on se concentre uniquement sur le besoin qu'on peut avoir de réponse temporelle sur quelque chose qui est connu et idéalisé. Sinon, ça devient difficile de faire de la conception d'asservissement. Donc, performance temporelle, performance fréquentielle. Ensuite, dans l'industrie, on se rend compte que les automaticiens font ce genre de choses déjà. Et puis, d'autres personnes vont également avoir des modèles qui sont des modèles plus complets, des modèles qui vont tourner en temps réel et qui vont être capables de reproduire le vrai système avec tout ce qui est logique de contrôle, avec vraiment un système qui correspond au mieux à la réalité afin de savoir, avant de lancer le produit sur le marché, si tout va correspondre précisément et pour mettre au point justement toutes les logiques de fonctionnement. Donc, ce simulateur-là, temps réel, est également livré, hein, vous avez pu voir la démonstration, qui permet d'avoir quelque chose vraiment d'extrêmement réaliste et qui permet aussi, dans la mesure où on utilise la même interface que sur la tourelle réelle, de faire une comparaison très facile des écarts entre le monde réel et la tourelle simulée, qui permet également de faire un affinage de la connaissance des caractéristiques du système réel afin de le rendre encore plus fidèle. Donc, tout ça, c'est prévu dans le produit puisque les paramètres du système sont facilement modifiables. On a pu le voir simplement en modifiant un paramètre de frottement, on peut retomber sur un comportement identique entre la tourelle réelle et simulée. Maintenant, vous pouvez très bien vous-même modifier les paramètres par défaut afin de rendre le modèle physique plus difficile à identifier. C'est un petit peu comme vous le souhaitez. Mais au moins, là, je vous ai montré un exemple avec un seul paramètre à modifier, une interprétation physique facile à réaliser qui permet de faire une première approche avec vos élèves sur cet aspect-là.
Voilà, c'était la dernière planche de la présentation. Maintenant, j'imagine qu'il y a des questions. Oui, il y a des questions, tout à fait. Il y a des questions. Parmi les questions, alors, je les balaye un petit peu. Donc, alors tout à l'heure, elle était tôt. Est-ce qu'il y avait un filtre anti-repli sur le PID? Alors, Nicolas. Oui, on n'a pas de filtre anti-repliement, non. Non. On a les mesures brutes. En revanche, sur la vitesse, on a un petit filtre sur la vitesse qui permet d'atténuer, de lisser un petit peu les quantifications dues au codeur incrémental, comme j'ai pu l'évoquer précédemment. Ensuite, donc effectivement, l'influence de la masse d'un téléphone, donc, ça nous avait permis de faire la transition. Tu y as répondu. On me repose une autre question. Donc sur ce GC avec les masses, j'ai l'impression, enfin, je ne sais pas, parmi les spectateurs, sur les performances un petit peu, on s'aperçoit que ce frottement, a priori, qui joue vraiment un rôle prépondérant. On pose la question, mais en statique, on ne voit pas l'influence sur le courant quand on met la masse. En statique, on le verrait. Alors, en statique, ce qu'on pourrait voir en effet comme influence sur le courant, c'est si on rajoute du frottement, et puis au démarrage également, on aurait un pic de courant parce qu'on a une accélération qui est plus difficile. Donc on pourrait voir ça effectivement sur le courant. C'est vrai que je n'ai pas montré le courant là dans la présentation, mais on a toutes les mesures qui sont disponibles sur le courant. Si je vais revenir là. Si je fais voilà, sur le courant, ce sera plus facile de le voir dans l'interface principale. Enfin bref, donc je ne vais pas passer trop de temps, mais voilà. On a la possibilité en effet de voir sur le courant l'influence que l'on peut avoir lorsque l'on fait l'augmentation de la masse et des frottements. Une autre question, y a-t-il un modèle MATLAB de prévu dessus sur ça, Antoine? Oui, il y a un modèle MATLAB qui a été fait par un autre enseignant, par Yacoub. D'accord. Et donc, voilà. On regarde, je dirais, la cohérence entre Il y avait d'autres. Christophe aussi a fait une modélisation sous syllabe, sous MATLAB. Maintenant, il faut qu'on compare avec ce que Nicolas a fait. Ça permet d'avoir quand même 3 types de simulations. Donc MATLAB, celle de Nicolas et pourquoi pas c'est le Nicolas Sidelab Course, pardon, et MATLAB Simulink, d'avoir un petit peu les comparaisons. Et là, voilà, pour le coup, tester la performance du simulateur. Donc voilà pour la question sur MATLAB. On a eu 2 autres questions tout à l'heure. Quand on était sur la partie pédagogique, c'était le nombre de TP SI et le nombre de TP STI2D. Antoine. Alors, en SI, il y a 10 TP qui sont développés. Et par contre, en STI2D, il y aura à peu près une vingtaine de TP qui seront développés, qui intègrent les TP Python et asservissement, qui ne sont pas d'ailleurs présents sur la fiche commerciale actuelle, mais qui va être mise à jour. Okay, voilà, donc, merci de nous avoir donné cette précision. On nous a parlé également du SysML. Le SysML dessus, on l'a avec quel logiciel? Oui, avec Magic Draw. Voilà, donc pour répondre à ces questions qui étaient parues tout à l'heure, que j'avais pris le temps de noter pour m'en souvenir. Ensuite,
MATLAB, oui. On parle de MyWiz, c'est un logiciel de programmation, donc ça, Nicolas, il est gratuit, pas gratuit, on peut l'employer dans l'OTP, c'est de la programmation, non, je ne sais pas. Alors, on ne peut pas vraiment le considérer comme étant un logiciel de programmation. C'est un logiciel qui permet de concevoir des tableaux de bord, donc de concevoir des interfaces comme celles que vous voyez ici, de façon graphique. C'est-à-dire qu'on on n'utilise pas derrière il y a forcément du code derrière, vous imaginez, hein. Mais un utilisateur n'a pas besoin d'utiliser du code pour concevoir des tableaux de bord. Donc ça se télécharge librement. Il y a par défaut, quand on le télécharge, on est dans un mode verrouillé pour la création des tableaux de bord. C'est pour éviter que les élèves puissent modifier des choses. Ceci étant, un enseignant peut demander la manip à faire pour déverrouiller et pouvoir utiliser le logiciel afin de créer ses propres tableaux de bord sur ses propres systèmes. C'est complètement gratuit, c'est ouvert. Voilà ce que je puis dire dessus. Super. On m'a posé également une autre question, mais alors là, elle n'est pas visible partout parce qu'on a posé aux conférenciers. Est-ce qu'il est possible de multiplier, par exemple, le nombre de postes, Antoine? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une tourelle et après avoir 3-4 tourelles pour les asservissements? Oui. Oui, ça c'est bien. Non, mais j'ai réfléchi je connaissais la réponse et je me suis dit, il faut qu'Antoine me tente pas à nous répondre. Voilà. Oui, non, c'est possible. Voilà, donc voilà, c'est tout à fait possible là, hein, de faire l'acquisition d'un système complet et derrière de pouvoir rajouter, que ce soit donc cette tourelle spécialement didactisée pour les asservissements, hein, et puis également une autre tourelle. Juste pour information, je vous rappelle que le produit complet qu'on appelle tourelle motorisée 2 axes, qui sont destinés pour les SSI, il y a une petite différence pour les STI 2D, hein, c'est le dossier qui n'est pas le même, est composé donc d'une véritable tourelle en état de fonctionnement, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas du tout été instrumenté ni perturbé, voilà, qui va vous permettre de vraiment prendre des photos panoramiques, hein, et de l'utiliser dans son état. Après, on a une deuxième tourelle avec des points de mesure physiques. C'est assez important, on ne l'a pas vu au travers de ces deux webinaires, hein, sur Python et sur Python et sur les asservissements. Hein, mais sachez que vous avez une tourelle où vous pouvez venir brancher des appareils de mesure physique, des oscillos, des choses comme ça. Hein, et il me semble que dans le nouveau programme de SSI, pardon, de SI, excusez-moi pour les centraux, de nouveau programme de SI, hein, il était important. Donc, peut-on simuler et voir, alors une autre question qui arrive, peut-on simuler et voir le réel en même temps? On ne peut pas le faire comme j'ai l'habitude de le dire, en informatique, on peut tout faire. Donc, ça serait faisable si c'était un point vraiment extrêmement important, mais on ne peut pas, là, tel que c'est conçu pour l'instant, on ne peut pas voir les deux en même temps. Sachez une chose quand même, et donc ensuite on parle de prix. Donc le prix, ça je peux y répondre. Donc, Lionel et Laurence qui sont présents y répondent également, mais c'est 2150 € TTC, hein, comprenant les 3 tourelles, les documents d'accompagnement, les TP de ces techniques, la modélisation SolidWorks. Voilà, il faut bien dire, il a fait en hors taxe. Hein, voilà. 2150 TTC. Ensuite, une chose, pour revenir à du MATLAB tout à l'heure, hein, voilà, si vous avez vraiment l'habitude d'utiliser MATLAB, sachez que, alors Nicolas l'a vu tout à l'heure, et ça nous en a parlé très très rapidement, et c'était plus l'objet du webinaire d'hier, mais il est tout à fait possible dans MATLAB, hein, MATLAB, dans la partie Simulink de MATLAB, hein, de pouvoir réimporter le modèle à partir de SolidWorks, hein, la modélisation SolidWorks est
est à 100% fidèle au produit réel. Et derrière, pourquoi pas non plus utiliser, faire communiquer MATLAB avec la carte Arduino. Hein. Donc, parce que sur la carte Arduino, tout le code de la carte Arduino vous est fourni. Hein. On me confirme, Nicolas, que tout le code est fourni. Exact, oui, tout à fait. Voilà. Donc, il n'y a pas d'impossibilité technique dessus. Alors ensuite, si on fait un achat SI et SI2D, est-ce que c'est deux achats différents, Antoine? Non, il y a un tronc commun de la partie matérielle et il y a le prix qui sera du dossier pédagogique. Voilà. Alors, si vous voulez, vous expliquer peut-être un peu plus ça en détail. C'est effectivement les auteurs qui ont travaillé, donc qui travaillent même encore actuellement hein, sur le SI et le SI2D, hein, donc sont gratifiés en fonction des ventes et donc à chaque dossier pédagogique vendu, c'est qu'ils sont un petit peu séparés. Voilà. Donc, un ordre d'idée du prix, non, du dossier supplémentaire, Antoine, non ou pas? Je ne sais plus. Là, il faut. Ok. N'hésitez pas à interroger Hugo Lionel et Laurence qui seront capables de vous répondre. Donc voilà, on nous dit, voilà, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, une belle comparaison. Merci. Et donc, pour les achats, j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si certains veulent prendre la parole, lever la main. Hein, allez, je donne la parole, voilà. Vous avez la parole, si jamais vous voulez ouvrir votre micro, on vous entendra, Christophe. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, tout à fait. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Voilà, Radel Christophe de l'Académie de Lille. J'ai développé l'année dernière avec un collègue une formation sur les asservissements en utilisant la FINAO. C'est pour ça que j'avais ma question par rapport au fait de pouvoir faire bouger le modèle et le réel en même temps, puisque SinusFi, enfin vous connaissez certainement SinusFi, qui travaille avec ce logiciel-là au niveau de l'Académie de Lille, a développé une interface qui permettait de faire bouger les deux en même temps. C'est pour ça que ma question a été posée. Je voudrais savoir si, quelque part, vous allez développer quelque chose sous SinusFi par la suite, quoi, tout simplement. S'il y a une forte demande, oui, mais pas pour l'instant. D'accord. Merci. Sinon, on pourrait également faire bouger les deux en même temps en utilisant l'interface que vous avez vue. Hein. C'est pas lié à SinusFi le fait de pouvoir faire ça. C'est juste le fait de le programmer ou non dans le système. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent prendre, voilà, comme on n'est pas nombreux, il n'est pas tout à fait midi encore, si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, hein, en tout cas, merci, M. Radel, pour Après, il y a une question sur le projet SI ou STI2D. Dans Converser. Alors, pouvez-vous me dire un mot de l'utilisation du projet en SSI et en STI2D? Donc, vas-y, Antoine. Voilà. La tourelle grand public, elle est pilotée avec une commande en version radio. Donc, le projet consiste sur la version didactisée de pouvoir piloter avec un smartphone. Donc, c'est prévu dans la conception électronique qui a été retenue de pouvoir rajouter un module communication Bluetooth et de développer l'interface avec App Inventor pour pouvoir piloter la tourelle. Puisque la problématique du projet, c'est piloter la tourelle à partir d'un smartphone. Donc, quelle est la solution technique à mettre à définir par rapport, bien sûr, à la conception qu'on livre nous. Donc, c'est d'analyser sur la carte Arduino quelles seraient donc les solutions techniques pour rendre la carte Arduino pilotable par un smartphone. Ok. Paul, tu peux nous faire un petit retour d'expérience de tes élèves sur l'utilisation de la tourelle?
Et alors moi j'ai expérimenté la tourelle uniquement pour les PCSI et sur le D sur j'ai eu la tourelle donc à la fin du premier semestre, donc on a fait surtout les modélisations d'asservissement et franchement les élèves ont été extrêmement réactifs et ce qui a plu en fait c'est pour les élèves qui étaient en difficulté, c'est de bien comprendre en fait de par sa simplicité les notions. Les notions. Et c'est un excellent système en fait par rapport euh, en fait, à l'apprentissage de ces notions de modélisation. Moi, j'ai surtout fait des TP sur deux TP sur les modèles comportementaux et puis les modèles qui sont liés à la structure et par rapport aux mesures et ça coïncidait bien en fait voilà et c'est ça a été un excellent système de fin de premier semestre voilà. Et j'ai hâte de l'avoir de l'essayer au début du premier semestre des PCSI. J'ai pas encore testé sur les correcteurs des PSI à cause du confinement voilà mais j'aurais bien aimé ouais. Ah, merci pour ce retour d'information. Voilà, j'ai l'impression qu'on a un petit peu épuisé les questions-réponses. Donc, on va vous remercier d'avoir été présent ce matin et de suivre ce nouveau webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Voilà, c'est vrai qu'on a voulu faire aussi un petit système assez abordable, hein, entre guillemets, enfin, c'est abordable financièrement à 2150 euros. Hein, qui permet de pouvoir équiper. À titre d'information, hein, si on rajoute une tourelle supplémentaire pour l'étude des asservissements, on est à 850 euros TTC et la tourelle avec les points de mesure à 415 euros TTC. Voilà. Donc, c'est tout à fait faisable et pour être complet et pour vous avoir tout dit, j'oubliais, et puis là, pour vous avoir donc tout dit également, donc on a parlé du projet, hein, on vous fournit le projet clé en main, hein, qui permet d'avoir des solutions déjà à mettre en œuvre. Le prix 1310 euros. Sachez également que pour les mécanos, voilà, pour ceux qui aiment parce que bon, là, les tourelles, elles sont didactisées, elles sont dans des boîtiers, etc. Tout ça. Hein, mais des fois, c'est bien de voir quand même structurellement de comment c'est fait. Il existe une tourelle dans une mallette, hein, démontée dans une mallette, tu me confirmes, Antoine, hein? Oui, oui. Voilà. Donc, vous avez la mallette, hein, permettant, au lieu de voir, on va dire, les solutions techniques au travers de SolidWorks, hein, de pouvoir le voir, les toucher les pièces, hein, et de voir comment c'est fait grâce à ça. Voilà. On me dit merci pour ce webinaire. C'est surtout à vous, merci pour nous avoir suivis. Pour ceux qui sont là, je n'ai pas de. Nous n'avons pas encore programmé de nouveaux webinaires. Hein. Nous attendons les annonces un petit peu comme vous, savoir si les lycées vont ouvrir, pas ouvrir, etc. Tout ça. Hein. Mais comme je disais en introduction, c'est des choses qui peuvent être pas mal. Et voilà, sans les faire peut-être au rythme où on les a fait pendant le confinement et pendant cette première période du déconfinement. Hein, on a fait quasiment entre 1 et 2 par semaine, hein, voire des fois 3 par semaine. Par contre, au rythme de 1 ou 2 par mois, voilà, ça peut être assez intéressant pour découvrir un produit ou une thématique. Voilà, si vous avez des thématiques qui vous intéressent, pourquoi pas me faire partager. Hein. Là, ça fait un plaisir de partager la plateforme Zoom, hein, pour le faire partager. Hein, voilà. Et enfin, la dernière chose que je dirais avant de conclure, sachez que dans les TPI qui soient prévus, pas prévus, etc., voilà, ils sont mis à jour régulièrement.
On a créé une plateforme qui s'appelle Pro2Techno, en un seul mot, Techno, techno.com. C'est une plateforme où derrière, vous allez pouvoir retrouver un petit peu du contenu de sciences et techniques, sciences de l'ingénieur, style 2D, tout ça, ainsi que l'ensemble de tous les dossiers techniques et pédagogiques liés au système que vous avez. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Je vous remercie à tous. Hugo a donné ses coordonnées. Laurence nous avait donné tout à l'heure dans le chat. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Et puis, on espère à très bientôt. Je me permettrai de vous envoyer juste un petit email aux participants, vous donnant le lien YouTube si jamais vous voulez le revoir. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous, bon appétit et au plaisir de vous retrouver.